Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Back Issues. C'est dans ces épisodes-là, dans ces podcasts que nous revenons ensemble avec l'ami Corentin ici présent. Salut! Sur des bandes dessinées que nous avons lues, c'est-à-dire que nous avons ouvert les pages, on a posé nos yeux dessus, on a fait c'est vachement bien, et après on vous le dit. Ça fait un mot, oh putain, ça fait un dessin. Voilà. Et alors l'enchaînement de cases avec un espace temporel qui est indéfinissable entre deux cases qu'on appellerait peut-être une gouttière, et tout ça, ça fait en fait de la séquentialité. Et c'est fou, c'est incroyable. Si je m'appelais Scott McCloud, peut-être que j'en ferais même une bande dessinée dessus, tu vois, pour expliquer la bande dessinée. C'est pas idiot. Appelons-le. Allez. Allô Scott. Comment ça, t'as déjà fait ça? Bah préviens. Comment ça, t'en as fait 3, 4? Comment ça, tu viens d'en faire une version jeunesse même chez Rutserve? Bah bon, très bien. Bah écoute, on en reparlera plus tard. Mais il place un plug incroyable, là, il est trop fort. C'est ça, c'est le génie de l'impro. Mais donc, bien entendu, Corentin, pour ce Back Issues, nous ne sommes pas tous les deux, puisque tu viens de parler à un être qui n'est pas imaginaire, parce que tu n'es pas encore si fou que cela, mais parce que PA, j'ai pas répondu. Voilà, PA est avec nous toujours. Pierre-Antoine, comment vas-tu? Ben merci, ça fait plaisir de revenir. Je suis content. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu, donc oui. Voilà, gros bonheur. Puisque la magie du montage fait que vous ne savez pas qu'entre ce podcast et le dernier qu'on avait fait avec lui, il ne s'est écoulé que 30 secondes, alors que dans la réalité, c'est passé plusieurs jours entre les uploads. Donc on n'a même pas le temps de faire une pause technique. Arnaud est tortionnaire. Je suis. Du coup, maintenant, c'est le moment de pronostiquer sur le futur. Moi, je dis dissolution. Voilà. Dans quelques jours, on verra si les gens mais ça, c'est vont une rigoler évidence. en écoutant ou pas. Ah, je sais pas. C'est vrai qu'on est qu'à quelques heures d'une potentielle annonce alors on enregistre ce podcast, mais pas de politique dans nos comics, Corentin. Tu le sais bien, tu le sais bien. Comme dans la musique, ni la musique ni les podcasts ne sont politiques. Je trouve ça marrant le différé, tu vois, les gens quand ils nous écoutent, sont déjà dans le futur par rapport à maintenant. Alors les gens sont dans le présent, c'est nous qui sommes un peu dans le futur. Puisque PA, tu rédiges aussi, tu fais aussi du podcast pour New Noise, un magazine de musique. Si tu veux en parler, si tu veux faire juste un petit instant auto-promo, parce que j'ai eu le plaisir de vous enregistrer régulièrement aussi. Donc n'hésite pas. Ah bah c'est gentil, ouais. New Noise, magazine bimestriel de musique amplifiée, on dit ça comme ça, dont le logo, enfin de la baseline, c'est qui surestime les goûts musicaux des Français. Ça, c'est très pompeux. On parle de tout, aussi bien de rock, de métal, de hip-hop, voilà, peu importe, du moment qu'il y a un petit esprit indépendant, et on n'hésite pas à mettre en avant des groupes qui sont pas forcément les plus connus. Et chez votre marchand de journaux, n'hésitez pas. Voilà, les derniers, on a Jenny Beth en couverture, on a Coroner, et on a Author and Punisher. Voilà, c'est autant de l'électro que du métal, tu vois, c'est très très varié, et chacun y trouve son compte. Tu veux dire Punisher? C'est ça. Ouais, parce que Punisher, je connais pas moi. Punisher. C'est comme il y a un groupe qui s'appelle Punish Yourself, du coup, voilà, sauf que ça marche pas. Très bien, soutenez la presse indépendante et la presse musicale, voilà, comme toutes les presses spécialisées, elles en ont besoin, surtout quand ça existe encore sur du papier, ce qui est assez rare de nos jours, mine de rien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est moins cher. Et n'hésitez pas à vous abonner également. Mais le Tipeee d'abord. Le Tipeee d'abord, évidemment. On participe auprès de Corentin et après on achète New Noise. Alors, dans l'ordre des choses, on va prendre des BD pour soutenir les éditeurs et les libraires. Ensuite, on va sur le Tipeee pour soutenir la First Print Tower et First Print Publishing. Et à la toute fin, si encore vous avez quelque chose, on s'abonne à New Noise. Voilà comment on fait. Voilà. Et si vous restez de l'argent, vous mangez, mais c'est pas obligatoire. Oui, non, mais parce que c'est surfait de manger. Non, mais la culture, c'est la nourriture de l'esprit. On sait bien. Un bon verre d'eau, un quignon de pain, hop, voilà. De l'amour et d'eau fraîche, mais comme vous lisez des comics, vous n'avez pas d'amour, puisque vous êtes seul. Voilà, des glucides, de l'hydrogène et de l'oxygène, ça suffit largement. Mais on va donc parler de comics dans cet épisode, et on va commencer tout de suite avec du Godzilla par James Tocco. Alors techniquement, c'est un peu une réédition, mais qui mérite le coup d'œil. C'est parce que c'est sorti aux éditions Vestron. C'est follement une réédition. C'est tout à fait une réédition. C'est complètement une réédition. Ah oui. C'est une réédition. D'ailleurs, plutôt, c'est le chien de Mickey. Exactement. Mais non. Un seul, ça suffit. Putain, je pensais que j'avais rangé mes sachets de coke, mais vous les avez trouvés, quoi. C'est terrible. Donc, moi, je viens d'arriver, attention. Donc, le Godzilla de James Tocco, pourquoi on en parle? Parce que c'est James Tocco, tout simplement, c'était dans le titre. Donc, Vestron édite des comics Godzilla, enfin, il éditait donc maison d'édition indépendante située dans l'Est de la France, qui fait beaucoup de comics de licence, mais pas que. Mais donc, qui parmi ces comics de licence, donc, fait les Power Rangers, notamment. Ils ont fait beaucoup de The Crow aussi. Mais ils ont fait du Rom, et j'ai dit Transformers déjà? Non, ils font aussi des Transformers, en dehors des volumes les plus récents, et donc ils ont fait Robocop, aussi du Robocop, du Terminator, et donc du Aliens, et du Robocop versus Terminator, et du Aliens. C'est Frank Miller, ça. Vous faites chier, en fait. Et Walt Simonson. Vous êtes relou. C'est débile, mais c'est bien.
C'est bon? Oui. Je peux parler, j'ai fini. Des aliens et donc du Godzilla aussi. Et Godzilla, notamment. Comics aussi. Je vais te soulever. Moi, je compte les points. Ouais, non, il va y avoir des micros qui vont faire des bruits bizarres. Donc, Godzilla, avec plusieurs volumes qui ont été édités déjà chez eux, mais chez Vestron, donc les albums de base, c'est petit format souple. Et quand on fait justement, il y avait Godzilla The Half Century War qu'on avait déjà chroniqué dans un back issue il y a quelques années, qui est donc l'histoire en fait d'un soldat qui suit pendant un demi-siècle en fait Godzilla, parce que voilà, il est tétanisé par cette créature gigantesque. On avait aussi eu Godzilla voilà. On a aussi eu Godzilla in Hell, donc c'était vraiment le Godzilla en enfer avec un premier chapitre par James Tocco et les autres qui étaient faits par d'autres artistes. C'était le seul bon chapitre de l'anthologie d'ailleurs. En l'occurrence, clairement. Mais donc là justement, cet album il réunit l'ensemble de ces deux travaux dans un album qui pour le coup voilà est en très grand format et en cartonné. C'est je sais pas si c'est leur premier de luxe. Pour moi, oui. Pour moi, c'est leur premier grand format et c'est une réussite totale. Alors en termes de grand format non, parce qu'ils font déjà des grands formats cartonnés mais des albums simples, que ce soit pour les TMNT Saturday Morning Adventures. Là pour les Archie Horror, ils les ont aussi fait en grand format cartonné dans le sens où c'est des albums de franco-belge en fait, un peu façon jeunesse. Oui, enfin grand format. Non, faut le dire vite. Faut grand format, mais non, regarde, sors-le, ils sont juste devant toi. Non, mais attends, c'est pas non plus extra. Enfin, mais sors-le, il est devant toi. C'est plus petit qu'un Urban Comics classique. Je sais pas. Je le vois là, j'ai en face de moi là. Bon, mais effectivement, il n'y a pas de vidéo dans ce podcast. Mais voilà, mais là en tout cas, c'est le vrai Deluxe auquel on peut s'attendre avec format agrandi, carton double épaisseur, voilà, très belle couverture, incroyable couverture parce que James Tocco, et donc voilà, ça reprend donc ces deux récits dont on avait déjà parlé, mais qu'on peut représenter brièvement. PA, est-ce que tu veux un petit peu parler du récit également. Oui. C'est ce qu'on a dit, sur Half Century War, on est sur un lieutenant, Ota Murakami, qui est engagé dans le corps de défense du Japon, qui est donc en 1954, et voilà. On est sur un jeune militaire qui est en recherche d'action et qui va être donc le QG l'envoie sur un secteur de Tokyo pour venir en aide à la population. Et arrivé sur place, il va découvrir un sacré nuage de fumée, Godzilla. Voilà, d'où s'échappe Gojira, attention. Et on pourra parler du groupe d'ailleurs. Voilà, soutien au groupe Gojira qui est magnifique, meilleur groupe de métal français. Et voilà, et quelques minutes plus tard, Shinagawa s'embrase et on est dans les immeubles sont détruits et apparaît donc en tout cas lui il ordonne à la section d'ouvrir le feu sur Godzilla pardon, et le monstre va projette de sa gueule un énorme rayon laser, voilà le fameux rayon de Gojira qui annihilise toute la section. Et lui s'en sort. Et donc du coup, un autre chef militaire va venir le voir pour créer justement une section de défense et d'études et de recherche sur Godzilla. Et on va le suivre justement pendant 50 ans. Donc c'est vraiment construit autour de l'obsession du soldat et sa volonté de traquer coûte que coûte de Godzilla. Qu'est-ce qu'on peut dire, référence au film des années 50. On va retrouver tous les grands ennemis de Godzilla, comme Mothra, comme Rodan, comme Megalon, comme King Ghidorah. Et on est est-ce qu'on a besoin de le dire? On va le dire quand même. On est sur un style graphique sublime de James Tocco et qui justement, moi je dirais quand même que c'est du grand format, qui du coup nous permet d'être vraiment à la croisée des mangas et du comics avec une volonté du détail à la Geoff Darrow. C'est que vraiment sublime, non, sublime c'est pas le terme. Ça regorge de détails absolument. Un niveau de détail à la Geoff Darrow. Parce exactement. Que c'est pas comparable, mais effectivement c'est le même niveau de détail au niveau énergie et générosité surtout. Enfin, c'est du destruction porn extraordinaire. Exactement. Donc ce qui est génial, c'est que vous pouvez le lire simplement pour le scénar et puis y revenir pour reprendre chaque détail du graphisme. C'est de la haute volée. Vraiment, il y a rien à dire là-dessus. Et puis la suite, c'est ce que tu as dit Arnaud tout à l'heure, c'est Godzilla in Hell, où on va uniquement finalement pour se délecter des planches, parce que là c'est vraiment le fait de l'avoir en un peu plus grand format, c'est absolument spectaculaire. On a une mise en page qui est assez dingue.
je sais pas si on pourrait dire que c'est du blockbuster car il y a un aspect contexte social et étude de personnage de ce lieutenant là, Murakami, qui est quand même assez intéressante, le fait de le suivre et d'avoir son obsession de trouver à la fin de suivre Godzilla pendant toute sa vie au point d'en sacrifier sa vie personnelle. Bon, c'est pas non plus une étude philosophique, hein, on va pas se mentir, mais voilà, on est sur à nouveau sur un indispensable et qu'il faut lire dans ce format-là, quoi. Voilà, on a quand même une accroche en fait pour s'identifier un petit peu en fait, simplement un personnage humain, même si généralement dans les films Godzilla c'est pas ce qu'on recherche forcément, mais c'est toujours voilà d'avoir un peu ce point de vue qui permet aussi d'avoir vraiment cette impression de gigantisme en fait, simplement d'avoir cette échelle de taille, et effectivement on en profite tellement avec ce grand format. C'est pour ça qu'on voulait en placer, parce que vous savez qu'on aime James Tocco, qui est pas forcément le plus connu, j'imagine en France. Ouais, parce que sa production est très rare, parce et qu'il fait que des BD de genre ou de niche. Voilà, mais lisez Orphan et les 5 bêtes chez Comics Initiative, qui est déjà très difficile d'accès. Voilà, sachant que la suite vient de démarrer en VO chez Dark Horse. Godzilla, c'est plus accessible, et surtout effectivement là les grandes planches, ça permettent de faire largement plus honneur à ce dessin. Notamment, vous avez quand même des splash pages qui sont complètement démentielles, ou parfois juste des grandes cases, mais qui sont vraiment complètement folles, et qu'on apprécie beaucoup plus, puisque l'écueil des précédentes éditions, c'était évidemment là, c'était le format, quoi, puisque comme on vous dit, les formats normaux de Vestron sont, alors c'est pas des formats poche non plus, mais ils sont quand même bien plus petits que la moyenne. Donc là, clairement, ils ont senti un truc. Je sais pas si les volumes de Godzilla avec James Tocco dessus avaient peut-être plus trouvé leur public dans leur collection habituelle que les autres, mais en tout cas clairement ils ont eu une sensibilité aussi pour Tocco, ils ont voulu lui faire honneur, et donc ça le mérite totalement. Le bouquin est cher, hein, il est à 40€, parce que c'est une toute petite maison d'édition, et que faire ce genre d'album c'est pas du tout ce qu'ils font d'habitude. Et on l'a pas dans toutes les librairies, hein. J'ai pas galéré, mais voilà. Alors place des libraires c'est toujours très bien, sinon parfois les éditeurs ont des sites marchands de VPC, donc faut voir s'ils l'ont pas, mais sinon faut demander juste à votre libraire. Oui, ça se commande tout simplement, ça, voilà. C'est pas un sujet. Et pour le coup, moi, vous savez, toi, c'est Kaiju, donc c'est ta cam, quoi. Non, c'est ça. Et puis c'est James Tocco, donc par rapport au prix, je veux dire, Festron fait pas des services presse pour tout. Et en tout cas, moi, ils m'envoient plus depuis pas mal de temps. Moi, je l'ai pris sans aucun problème, parce que j'adore vraiment ce que fait James Tocco. Je trouve qu'en plus c'est du bon comics Godzilla en tant que tel, et on en prend tellement plein la gueule que c'est vraiment une initiative, à mon sens, qu'il faut soutenir. Donc je suis très content qu'ils aient pu faire cet album. Corentin, je sais pas si tu veux et après, je laisse rajouter sur notre exposé laudatif, mais excuse-moi, oui, parce qu'en fait j'y pense et j'ai peur d'oublier, mais je parlais tout à l'heure du côté, et t'as raccroché à ça un petit peu, du côté social. Moi, ça m'a fait penser à Godzilla Minus One, qui est mon film Godzilla préféré, qui est sorti bien après, bien évidemment, mais si on veut le rapprocher de ça en production récente, voilà, Godzilla Minus One est un excellent film, et on y retrouve un peu cette même sensation de l'obsession, je trouve. Et même Shin Godzilla était aussi finalement en 2016 aussi d'Hideaki Anno, vraiment un très bon cru au même niveau. De toute façon, c'est les deux seuls qu'on a récemment pour jauger, puisqu'on va pas parler des films d'animation. T'as Godzilla Kong, quoi, mais bon. Non, mais ça existe pas. Non, ça existe. Non, mais je sais qu'il y en a plein qui l'aiment pas, mais le Final Wars de Ryuhei Kitamura, il était très bien, hein. Non. Si. Il était pas très bien. Si, il était très bien. Non, il était débile, il peut être divertissant si tu veux, il était pas très bien, c'est pas un très bon film. Il est très bien. Le seul truc qui est un peu bien dans ce film, c'est le moment où Godzilla bute Gino, enfin le Godzilla in Name Only de Roland Emmerich, sur une musique des Fall Out Boy un peu, enfin c'est assez rigolo pour le coup, assez destructeur. Mais Kitamura, c'est un nul, hein, de toute façon. S'il faut quand même préciser que Kitamura, c'est... Le Kitamura, il est génial. Mais tu rigoles ou quoi? Kitamura, c'est... Mais versus, frérot. Incroyable. Bref, donc qu'est-ce que je voulais dire, moi? Non, moi franchement, j'ai rien à rajouter. Je m'attendais à être le plus laudatif d'entre vous, mais au final, non, t'as vu, on s'est entraîné là. Tout a un peu été dit. C'est effectivement assez agréable d'avoir en plus le numéro Godzilla en enfer. Mais qui est superbement construit, parce que vu que l'ouverture et la conclusion se renvoient, en fait, ça peut être lu vraiment sans avoir besoin de lire les numéros qui suivent après, parce qu'en vrai, c'est presque une boucle, et quelque part, quand t'es en enfer, c'est l'éternel recommencement et tout ça, c'est celui de Tanta, je crois, donc, ou de Sisyphe, je sais plus, mais grosso modo, ça n'a rien à voir. C'est celui qui doit monter le rocher, donc c'est celui plus de Sisyphe, quoi. Éternel recommencement, donc en fait ça marche très bien de l'avoir inclus seul dans l'album comme ça, quoi, donc c'est trop bien. Voilà. Non, mais effectivement, voilà, je veux pas, le rapprochement avec le plus proche, évidemment, tu parlais de Jeff Darrow, c'est évidemment Big Guy and Rusty the Boy Robot. Dans le sens, Big Guy and Rusty the Boy Robot, je le dis plus lentement pour ceux qui n'ont pas entendu. Dans le sens où t'as effectivement ce côté vraiment très pornographique, en fait, de la destruction,
ou cette espèce de choix de la couleur ocre orangé qui va incarner en fait Godzilla et son sillage destructeur, la rupture de Tokyo. Les plans vus de haut aussi, il y a toujours un côté un peu géopolitique entre guillemets. C'est très militaire en plus parce que vraiment c'est quasiment que des militaires, les personnages principaux, ce qui est paradoxal pour une BD qui se passe quand même au Japon. Le personnage principal, effectivement, qui a cette obsession façon Captain Ahab, avec sa propre baleine blanche, on va dire que ce serait Godzilla. Ouais, complètement. Des hommages, évidemment, à Apocalypse Now et dans la séquence de la guerre du Vietnam, ça, ouais, où t'as les magnifiques le plan hélicoptère qui va tirer sur Godzilla, un truc qui a mieux réussi James Tocco que le Jordan Vogt Roberts, je sais plus comment il s'appelait, ce mec qui a fait Kong Skull Island, qui pareil était tartiné de références à Apocalypse Now, qui ne fonctionnait pas du tout. Il y a aussi des petits clins d'œil. Si on est fan de Godzilla, voilà, en 54 évidemment, c'est la sortie du premier film de Ishiro Honda et Eiji Tsuburaya. Après, il y a pas forcément les dates clés, genre je crois que le numéro dans les années 80 c'est 87 et pas 84. 84 c'est le retour de Godzilla avec la deuxième génération de films qui a été rebooté à ce moment-là. Par contre, t'as une date qui correspond, c'est 2002, le dernier chapitre, qui est justement le premier film, ou en tout cas pas le premier film, mais le premier film du retour de Mechagodzilla dans l'ère Millennium. Voilà, avec justement les blasters qu'il a sur les épaules qu'il avait pas avant. Il y a quand même, voilà, si on est fan de la créature, en tout cas si on a envie de devenir fan de la créature, ou si on prend ça un peu au sérieux, un vrai soin, un vrai travail en fait de geek dessus. Le plan avec Godzilla, Mechagodzilla et Space Godzilla, qui en plus incarne vraiment la folie en fait de la période Heisei, où justement ça y est, ça devient un shonen en fait Godzilla pendant la période Heisei, ça devient vraiment du film de super-héros, où en fait t'as ces figures emblématiques, les clones du héros, les rivaux, etc., qui pour moi c'est ma période préférée, hein, je vous le dis avec amour et bonheur. Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement si vous avez pris le train en marche de la franchise, parce qu'actuellement tu parlais de Magnus One, qui a été très bien reçu, Shin Godzilla qui a enfin été distribué en France après quand même de longues années, on avait un Blu-ray bootleg qui traînait sur les sites de pirates parce qu'il n'était pas distribué en France. Bon, évidemment, moi je vomis cette version de la franchise, mais aux États-Unis, les films font de l'argent, la version Legendary fait de l'argent. J'ai toujours pas vu le dernier en date, hein, mais avec King Kong et son gant de Thanos là. Ouais, non, mais alors là, vraiment, j'ai pas tenu 20 minutes devant ce film. Il m'a énervé. Ouais, mais je pense qu'il m'énerverait autant parce que j'ai essayé aussi l'avant-dernier Jurassic World et pareil, au bout de 20 minutes, j'ai fait, en fait, faut pas faire ça, tu fais du mal. Honnêtement, vraiment, je suis prêt à. Oui, mais nous, on aime les dinosaures et les gros et les monstres géants. Mais moi aussi. Et ils nous empêchent de les kiffer avec leurs trucs de merde. Moi, je veux vraiment avoir ce débat avec les gens. Expliquez-moi, parce que beaucoup de gens ont adoré Jurassic World Beyond Rebirth, le 4e, quoi. Vraiment, il est mauvais, ce film. Enfin, vraiment, il m'a arraché un peu les yeux. J'ai vu des gens que je respecte qui ont dit que c'était vraiment le meilleur film de Jurassic Park depuis Jurassic Park 3. J'étais en mode. Oui, mais en même temps, quand tu nivelles tellement par le bas, je pense que c'est ça devient compliqué aussi, quoi. Mais voilà. Autre débat. Mais surtout, voilà, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est probablement le meilleur comics Godzilla. Point. Ever, ouais, c'est ça, tout simplement. Peut-être pas, j'ai pas tout lu non plus, peut-être pas Ever, il y a probablement une petite perle qui doit se cacher quelque part. Oui. Mais là, actuellement, de disponible. Visuellement, en tout cas, c'est... Ouais. Non, mais même au niveau du propos, il y a, tout à l'heure. Dans une autre émission, on parlait justement du côté les comics sous licence avec G.I. Joe, et moi, je comparais effectivement le rapport entre G.I. Joe par Joshua Williamson comme un bon comics avec une consigne, par rapport aux Transformers de Daniel Warren Johnson, qui est un comics d'auteur sur une licence. Là, c'est un comics d'auteur sur une licence. Il y a clairement une réflexion, effectivement, sur le thème de la guerre, sur le gigantisme, sur la nature, sur l'évolution du Japon aussi, et les grands faits historiques de la deuxième moitié du XXe siècle, qui est vraiment très très bien faite, et l'allégorie du kaiju est vraiment mise à l'effort, en fait, de ce qu'elle était au départ. C'est le traumatisme de la société japonaise, le traumatisme de la guerre, ce phénomène entre guillemets climatique qui continue à arriver, qu'on peut pas endiguer avec des armes. C'est très très bien fait, c'est très très bien architecturé, ça respire, et le personnage principal, justement, on arrive très bien à comprendre sa douleur, sa colère et son côté jusqu'au boutiste. Franchement, il n'y a pas, en tout cas à ma connaissance, d'autres BD Godzilla qui a ce niveau de détail et de réflexion. C'est pour ça, même si tu l'as dit, c'est après. L'autre éditeur, ça rapproche complètement de Shin Godzilla, quoi. Enfin, c'est les mêmes thèmes qui sont abordés là-dedans. Littéralement, parce que Shin Godzilla, c'est effectivement la différence, c'est que Shin Godzilla, c'est en fait le syndrome du survivant, en fait. C'est le complexe du survivant. C'est celui qui n'a pas pu se sacrifier comme les autres kamikazes, alors qu'on leur demandait de faire ça pour couler les bateaux américains. Comme il a pas pu, Godzilla incarne sa honte aussi. Et du coup, là, en l'occurrence, c'est vraiment plus Godzilla incarne la destruction du Japon, comme à l'époque de Honda. Mais effectivement, le côté duel entre un humain qui vraiment voit la créature comme une fatalité personnelle, c'est effectivement le plus proche qu'on peut citer. Ouais. Donc voilà. J'ai peut-être pensé un peu plus à Hard Boiled, moi, tu vois, si on veut citer Geoff Darrow que Shaolin Cowboy. Voilà, juste un petit détail.
en termes de J'ai pas fourmillement. cité Shaolin Cowboy. T'as pas cité Shaolin Cowboy? Non, il a Big Guy. cité Big Guy. Big Guy, pardon, t'as cité Big Guy, mais j'ai plutôt pensé à Hardboiled, Kaiju, moi. Ouais. Ok. Très bien. En tout cas, vous C'est avez Hardboiled compris. aussi, hein. Voilà, vous l'avez compris. On est tous les trois unanimes là-dessus. Ah, donc, commandez-le auprès de votre libraire et Économiser un peu, mais voilà. Oui, après avoir payé First Print, New Noise, tout ça, et acheter à manger, voilà, achetez-le. mais voilà. Après, c'est quand même une belle édition. Non, mais Voilà. c'est pour ça, je t'ai dit la valeur perçue, et pour moi, bah, ça les vaut. ça, ce serait bien 10 € de moins, c'est sûr, mais on est aussi dans un contexte, voilà, c'est une petite maison d'édition et tout ça. Donc là, je trouve que vraiment, ça les vaut pour soutenir aussi, ce genre d'ouvrage. Donc, voilà. Limite, ça, c'est un truc qu'on met au-dessus de la bibliothèque, parce qu'en fait, t'as juste envie de revoir les pages de temps en temps, sans pour autant relire l'histoire, quoi. Tout à fait. Non, bah clairement, tu peux en faire des posters, enfin des ex-libris de plein de trucs, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc, justement, tu parlais de réflexion juste avant, bah ça tombe bien parce que c'est l'autre petite maison d'édition Il est fort. dont on ne parle pas, dont on ne parle pas assez souvent non plus, pas forcément, avec une petite pépite du comics des années 90, une série dont on vous a déjà parlé de toute façon souvent dans les front pages à l'occasion des sorties de tous ces nouveaux albums. Et là, on profite d'avoir PA avec nous aussi pour Et parce qu'une adaptation a été annoncée avec Tatum à la production, mais ça se fera jamais. Ça se fera sûrement jamais, mais vu que PA nous a proposé d'en parler, puisque bah, la série poursuit son cours et est bientôt proche de la complétion. Tout à fait. C'est une série qui sera éditée en 7 albums. Là, le 5e vient de sortir. Ça s'appelle The Max. C'est de Sam Keith avec William. Ouais, ce sera 7 en tout, ouais. Mais c'est pas 32 numéros 35. 35 35. Ah bah oui, cette fois-ci. En fait, t'as eu plusieurs volumes et le découpage que suit Réflexion, c'est le dernier découpage en date fait quand la série a été rapatriée chez IDW et qu'elle a été un peu remasterisée, tout ça. Oui, oui. Où ils ont fait un découpage. C'est The Max Maximized, en fait, hein, c'est l'adaptation totale de The Max The Maximized. Non, parce que Maximized, elle a en combien de tomes? En 7. En 7? Alors, moi, c'est ce que j'ai lu. lu. Oui, non, c'est celle-là, oui, pardon, non, mais j'ai plus. C'est la nouvelle intégrale qui a été faite à ce moment-là, et du coup, c'est l'adaptation. Mais qui a un Ça découpage. reste la même série, hein, de toute façon. Oui, Oui, c'est juste qu'elle a un découpage plus particulier. Et ils ont repris les couleurs. Il a refait les couleurs, Sam Keith. Ouais. Parce qu'en fait, elle a un découpage un peu particulier, parce que les premiers tomes sont que de 4 numéros, et en fait, à partir du tome 4, ça devient des tomes plus conséquents, et là, on est maintenant sur des tomes de 6 numéros, en fait, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, et notamment, bah, ce tome 5, qui est un peu le plus curieux, puisqu'en fait, ça conclut le premier grand arc narratif, et ça entame le second, donc tu dis, c'est bizarre d'avoir découpé comme ça, parce que tu dirais, la fin du tome 4 aurait pu, mais quelque part, c'est pour te pousser à poursuivre la série, même quand tu crois que la première histoire est finie, parce que ça continue. Mais Corentin, est-ce que tu veux nous présenter quand même juste la série avant qu'on aborde du coup en grosso modo le ressenti? Bah, Sam Keith, donc c'est un artiste qui a travaillé un peu sur Sandman, qui a fait un peu de DC Comics aussi. On en parlait dans le podcast sur la série. Il est pas sur les premiers, c'est pas le co-créateur du coup de Sandman en tant que tel? C'est peut-être le co-créateur, oui. Mais en tout cas, il est revenu à plusieurs reprises et effectivement, c'est un artiste qui a un style très particulier, qui avait un style très granuleux en fait au départ et très suggestif. On en parlait dans la série Le Pingouin quand j'avais fait le point justement sur le numéro qui présentait les origines du Pingouin, c'était lui. Il était un peu connu comme une sorte de Bill Sienkiewicz de début aussi. On cherchait des artistes plus créatifs, plus expressifs, plus tourmentés aussi dans les années 80 pour accompagner la transition des styles qui avait lieu à l'époque. Et en fait, Sam Keith, c'est quelqu'un qui est déjà devenu extrêmement rare ensuite. Hein. Après The Max, il a quand même beaucoup moins fait de projets. Et c'est souvent considéré comme un prodige, en fait, mais très périphérique, dans le sens où il est pas très connu. The Max, c'est un petit secret bien gardé de l'industrie, en vérité. Ça a beaucoup de fans, mais évidemment, ça a pas duré très longtemps, déjà. Il y a une adaptation en animé, quand même, en 95. Une adaptation, ouais, comme on dit déjà, en motion comics, vraiment, parce que c'est pas de la série animée, c'est vraiment juste les cases qui bougent. Ça mélange plusieurs styles. Mais c'est quasiment du plan par plan, enfin c'est du case par case avec juste des dialogues audibles et effectivement c'est une très bonne petite série animée. Mais c'est un peu comme la série animée de MTV de Invincible qui avait été faite avant celle de Prime Video. Oui, le motion comic complètement introuvable. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un vrai motion comic pour le coup. Il y a un mec qui avait réussi à retrouver une copie sur son iPod de il y a 20 ans qu'il a mis sur YouTube. Merci à lui. Mais bref, c'est ce genre de choses en fait, c'est une animation très suspendue. Et peu importe. Donc Keith, effectivement, il est considéré comme un prodige, mais qui a jamais eu le statut qu'ont eu en fait les grands artistes comme Bill Sienkiewicz, du fait de sa rareté, du fait de ses séries qui sont très capillotractées. Et en l'occurrence, bah voilà, The Max, en fait, on peut le comprendre comme une parodie de Spawn, comme une parodie des années 90, mais une parodie qui n'est pas moqueuse, qui est juste faite dans l'esprit malade d'un gars qui s'intéresse plus au subconscient, à l'onirisme et à la vraie violence concrète, que justement au côté Angers Démon qui était à la mode à l'époque. C'est-à-dire que si Spawn, on peut se foutre de sa gueule parce que c'est un héros qui fait toujours la gueule, qui est toujours c'est le même rictus vénère. Quand il enlève son masque, bah voilà, il est décharné. C'est un héros qui n'a pas d'identité. Hein. On rappelle quand même que c'est pareil, un reproche qui a souvent été fait à Spawn, c'est que c'est un héros qui ne peut pas avoir de vie civile. Du coup, il est toujours dans l'action, toujours dans la posture, qui vit dans la rue au milieu des rats,
qui a un propos vraiment très tangible. C'est une obsession de McFarlane, ça aussi, sur les tueurs du monde réel, les tueurs pédophiles, les violeurs. McFarlane, lui, est pour la peine de mort, entre guillemets, pour les violeurs et les pédophiles. Et en fait, on pourrait croire que Sam Kiff a lu Spawn, ou a vu dans quelle direction ça allait aller, et a imaginé une sorte de version presque au second degré. C'est pas du second degré, c'est du 1,9 degré, dans le sens où ça ressemble vraiment à une parodie. Le personnage principal, c'est un Spawn, qui a toujours un rectus grimaçant, il fait toujours la gueule. Il est tout trapu, un peu comme Wolverine. Il a une forme ultra dégrossie, il est pas très jojo. Il a des pattes il de est lapin, pas héroïque. un peu Voilà, immense, quoi. avec des costume griffes, violet. Il a un doigt qui est une énorme griffe, il est effectivement violet, il est pas très iconique. Il a des dents en éventail, là, comme tu sais, par rapport à son sourire. Et effectivement, c'est l'ange gardien d'une assistante sociale, Julie, qui elle-même a été agressée sexuellement auparavant. Et tu le découvres après, c'est-à-dire que tu le sais pas tout de suite. Là, on est au tome 5. L'agresseur sexuel en question, c'est pas juste un violeur, c'est aussi un mec qui a des pouvoirs ténébreux. Monsieur Gone. Voilà. Et il y a un vrai rapport, entre guillemets, à l'inconscient, avec un royaume fictif qu'il a imaginé, qui s'appelle le Outback, en référence en Australie. À l'Australie, et à Conan le Barbare. Hein, c'est littéralement la Cimmérie, ce truc-là, parce que c'est vraiment très fantasy. Et très fantasy tribal aussi. Hein, c'est très tribal, c'est très australien. Pas revenir à chaque fois à Corben, mais il y a aussi quelque chose de Den, quoi, en fait, là-dedans. Bien sûr, mais c'est justement, quand on avait fait la critique de Corben, j'avais dit que c'était une plongée dans le cerveau de Richard Corben, grand fan de Robert E. Howard, qui s'imaginait comment lui-même, un geek, serait transporté dans cet univers-là et deviendrait un héros musculeux à grosse bite qui couche avec les femmes, sauve le héros, et qui pourtant reste un gros débile puisque c'est l'image qu'il avait de lui-même. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, Kiff, je pense, se voit comme un outsider, comment dirais-je, un marginal de l'industrie. Mais il a vu la mode des années 90 qui apparaissait, le héros muscle, l'âge noir, les thématiques sociales et sexuelles qui arrivent dans la BD des super-héros à ce moment-là. Le viol, c'est très présent dans les années 90, la santé mentale aussi, des personnages qui commencent tous à se fracturer. Fou, ouais. Et lui, en fait, il en a fait un truc premier degré. Il y a aussi du Sandman quelque part, justement, par rapport à ce monde des rêves, à cette place de la rencontre entre la réalité et le monde que tu te façonnes dans tes histoires, etc. Du coup, c'est un objet qui est vraiment très intéressant à étudier, à analyser. Des thérapeutes pourraient probablement mieux en parler que nous. Mais tel quel, voilà, il faut, je pense, le comprendre comme ça si on veut l'expliquer aux gens. C'est une sorte de renversement de la logique des années 90, du super-héros bourrin, du super-héros urbain, de la déliquescence urbaine, et tout ce faisceau de thématiques sur la féminité, sur le viol, sur le traumatisme, qui en fait prennent une forme qu'on n'a jamais vue auparavant. Et même au niveau graphique, le design des personnages humains de chez Sam Kiff, il y a aussi un peu du McFarlane, dans ce côté toon, les yeux, les rondeurs, même quelque part Julie, elle est sexualisée. Voilà, c'est présent aussi. Et c'est pas forcément un sujet. C'est juste là, c'est mis en place public, mais il n'y a pas forcément de. Enfin, c'est compliqué de trouver. Contrairement à sa copine Sarah, qui elle pour le coup est vraiment la geek, renfermée, seule. Bien sûr. Mais c'est compliqué de trouver un peu le parti pris en fait de Kiff par rapport à tout ça, parce que moi la dernière fois que j'avais lu une histoire à lui, c'était le crossover avec Batman, Arkham Dream, ce qui est pareil en fait, qui 2018, une sorte de parallèle entre Batman qui s'est créé son monde imaginaire et l'Outback. Bah oui. Et pour faire la rencontre des deux, mais tu sais pas s'il est contre, s'il est pour, s'il trouve ça un peu ridicule, s'il trouve ça inspirant. Il y a toujours un peu ce flottement en fait d'essence où tu assistes à l'histoire en essayant de recomposer ce qu'il a envie de te dire, sans forcément arriver à savoir toujours si c'est même bien clair pour lui en fait. Je vais m'arrêter là pour laisser PA parler un peu quand même. Alors, c'est gentil, mais et c'était très bien dit, t'as abordé tous les termes que je voulais reprendre. Maintenant, c'est un bouquin, clairement, il y a plusieurs niveaux de lecture, qui nécessite, enfin, c'est 5 tomes, du coup, qui nécessite peut-être d'être même lu plusieurs fois, parce que tu comprends pas tout de suite. Moi, j'ai même une question pour vous, d'ailleurs, j'ai l'impression que ce fameux Mr. Gone, là, qui est finalement pour Julie. Ouais, est-ce qu'on le dit? Pour celles et ceux qui découvrent pas la série, tu vois. Est-ce que c'est une question? Parce que s'il y a des gens, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui connaissent pas la série. Je rentre pas dans les détails. Donc faut pas leur, mais ce Mr. Gone, est-ce que c'est pas une version traumatique de chacun des personnages? Parce que, en fait, même pour Sarah, il s'appelle aussi Mr. Gone. Alors, il y a des liens familiaux et tout ça. Mais est-ce que c'est pas la représentation du trauma qu'ont chaque personne et qui le matérialise, notamment dans la partie Outback, comme ce personnage-là, parce que finalement, qu'il s'appelle Mr. Gone ou pas, on s'en fout parce que c'est toujours quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche de la personne traumatisée. Mais après, c'est parce que en l'occurrence, c'est quand même une vraie personne matérielle qui a un lien effectivement avec
Enfin, avec Julie et Sarah, parce que oui, enfin, il y a. Alors moi, en tout cas, jusqu'à rien tangible quoi, de réel. Mais bah en fait, juste, c'est compliqué. Donc pas forcément métaphorique, mais peut-être qu'on en reparlera en micro. Sinon, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses de cette série surtout? Ah bah c'est absolument brillant. Moi, ce niveau, enfin moi, c'est hyper angoissant déjà. Je pense que si on arrive à rentrer et à comprendre les différents niveaux de lecture, je pense que si on a subi des traumas, on doit pas être bien à la lecture de ce truc-là. Moi j'ai trouvé ça aussi finalement. Tu parlais de Spawn tout à l'heure, vous allez certainement le savoir par cœur, mais à un moment donné où on a un violeur d'enfants, bah c'est le Ice Cream Man, je pense. C'est Billy Kincaid. C'est Billy Kincaid. Ouais, Billy Kincaid. Ouais. Et ben je trouve que de manière différente, on est aussi angoissé à la lecture, et c'est aussi sale, aussi gênant. Ça prend le sujet au sérieux. C'est vraiment, c'est exactement ça. Ça prend vraiment le sujet au sérieux. Tous les traumas des personnages sont explorés. En fait, ça va vraiment dans la sombritude, hommage à certains, de la psyché humaine. Les personnages sont complexes. Et vraiment l'impact que ces traumas ont sur les individus, la relation qu'ils ont entre eux, la manière dont ils fantasment les choses pour s'éloigner de la réalité. Il y a énormément de symboles du subconscient dedans aussi. Enfin, je vais pas aussi bien en parler qu'un psy, mais vraiment tous les souvenirs refoulés sont représentés de manière différente. Il y a des luttes intérieures en permanente. Et en plus, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud, même si on décortique toute la psyché de Julie, on s'arrête vraiment au milieu du tome sur cette première étape, et on passe plutôt à sa copine, donc Sarah, par la suite. Voilà. Qui elle aussi a beaucoup de mal à accepter des choses de son passé. C'est vrai que c'est plutôt son père qui l'a abandonné. Ça, on peut le dire. Je pense que c'est pas forcément. Voilà, c'est dans un père qui l'a abandonné. Exactement. Mais c'est ça que tout le cheminement du premier arc se concentrait sur Julie, mais Sarah est un personnage périphérique. Là, elle devient le personnage principal. Exactement. Et en gros, si le premier arc, on pourrait presque se dire qu'on laisse tomber un petit peu tout ça, en fait, l'Outback et le Max refont leur apparition. En fait, même parce que le Max, en fait, c'est un concept, plus qu'un personnage en tant que tel. C'est-à-dire que chacun a son propre Outback, et donc chacun peut avoir son propre Max. Et on va s'intéresser maintenant au cas de Julie, qui a d'autres choses à affronter. De Sarah, effectivement, d'autres monstres aussi qui se matérialisent différemment, et ce qui permet aussi, Sam Kiss de s'amuser aussi sur les dizaines et tout ça, puisque on citait McFarlane, on cite Bill Sienkiewicz, mais parfois c'est évident en fait sur certains dessins que Sienkiewicz était là, plus ou moins consciemment, mais avec un dessin qui est à la fois horrifique, à la fois cartoon, presque grotesque et tout ça, et que ça c'est surréaliste en fait. C'est expressionniste, surréaliste, et j'ai jamais vu. Enfin, peut-être que vous avez plus de lecture que moi là-dessus. Moi, ça me fait penser aux idées noires de Franquin par certains aspects. En fait, les trucs, tu vois vraiment dans le côté très. T'as Gun qui réapparaît sous une forme très pas éthérée, mais enfin très beaucoup plus abstraite, et moi ça me renvoie vraiment à ce dessin un peu crade des idées noires. Mais bon, moi je crois pas avoir lu dans un univers parce qu'en fait on est dans un univers de super-héros en fait, tu l'as dit tout à l'heure, ça fait penser à Spawn, mais clairement on pourrait avoir ce premier niveau de lecture de super, même si ça dure pas très longtemps, mais super héroïque. Mais j'ai jamais vu une BD ou un comics en tout cas qui se rapproche autant et qui étudie autant la profondeur des traumas et qui laisse autant la parole aux victimes dans un truc de entre guillemets super-héros. Enfin, moi j'avais jamais lu ça avant. C'est vrai que c'est super intéressant. Et pour revenir juste sur le côté, parce que là on est quand même dans le tome 5, mais c'est vrai que on peut se sentir un peu perdu dans les deux premiers tomes, clairement. C'est pas évident d'accéder. Parce que il y a des zones, il y a des zones de flou entre qu'est-ce qui arrive dans quel. Faut comprendre que en fait les héros vont vivre des aventures dans les deux, dans le monde réel et dans l'Outback, qu'ils ont pas forcément la même apparence. Mais en fait, il y a un truc qui est brillant et qui se déclenche avec le tome 3, c'est qu'en fait tout est expliqué et tout est mis en place pour que vraiment ça s'imbrique sur du long terme. Et en fait, on comprend pourquoi Julie est comme ça, pourquoi le Max est comme ça. Je trouve que, je sais plus si c'est dans ce tome-là juste d'avant, je crois que c'est dans le tome 5. De toute façon, on a la vraie révélation de qui était vraiment le Max de Julie. Et en fait, ça fait tout un tas de sens sur pourquoi elle est comme ça depuis son enfance, qu'est-ce qu'elle a vécu. Il y a plein de, enfin, je trouve que c'est la façon dont le personnage de Julie est construit sur l'ensemble des 5 tomes, et c'est incroyable en fait.
Et surtout que même si c'est un petit peu confus au début, Keith a l'amabilité en fait de faire des réexplications en fait, mais qui sont pas forcées. C'est pas genre de l'exposition vraiment trop nulle en fait. C'est simplement que les personnages se redisent les choses en fait, parce qu'elles vivent aussi des trucs qui sont incroyables, et ça te permet de remettre vraiment les pièces une par une, et tu te rends compte, ah ouais, mais en fait tout était là un peu depuis le début, c'est juste que tu le captes, et voilà. Je trouve ça c'est assez génial d'écriture aussi. Parce que c'est très théorique en fait. C'est l'application concrète de la théorie effectivement du monde que tu te recrées après un événement traumatique, et qui effectivement mais ça fait très histoire sans fin aussi en fait, dans ce côté évasion dans le monde imaginaire, tu vois. C'est aussi un peu à l'histoire d'un vilain rat, tu vois, quand mais complètement, j'y ai complètement pensé aussi. D'un côté en fait le rat prend une place qui n'est pas utile à l'intrigue en fait concrètement, parce que c'est pas lui qui va résoudre le récit. En revanche, il est là justement pour porter en fait tout le poids du message, et porter en fait ce que toi tu lis en fait, t'es fléché par le côté fictionnel pour comprendre un truc qui est beaucoup plus réel. Et ce côté, effectivement, le thème du viol, le thème du traumatisme, le thème de la féminité fracturée, qui doit du coup se recomposer toute seule un peu, face à un monde qui est toujours plus bestial et compagnie. C'est effectivement un double feature assez intéressant à faire. C'est la fin de la phrase. Oui, P1, un mot de plus. Un mot de plus. Sinon, je passe à la suite. Je pense que les gens ont compris. Hein, j'ai vraiment hâte de lire les 2 tomes suivants, parce que moi, je ne sais absolument pas comment ça se conclut. Je sais pas si toi tu l'as lu en VO. Corentin a tous les deux. À l'époque, Et donc, on va pas être déçus. Non, ça, c'est le même tonneau, hein. Mais limite, moi, j'aimerais bien qu'il sorte. Il y a une vraie conclusion? Non. Enfin, oui, il y a une vraie conclusion à ce qui se passe, mais par contre, c'est pas beaucoup plus résolu que ce qu'elle sonne là actuellement, on va dire. D'accord. En revanche, effectivement, moi, c'est dommage parce que je pense pas que ce soit possible de le faire. Bon, c'est parce que Urban a les droits de Batman, mais Arkham Dream, c'est aussi un peu une façon assez rigolote de revenir en arrière sur la démarche de ce que voulait vraiment faire Keith à l'époque. Parce qu'effectivement, je pense qu'il a décidé un peu en cours de route, ou en tout cas, c'était pas un scénariste né, ceci étant, hein, donc il a dû. C'est pour ça que là, pardon, on l'a pas dit, mais il est toujours avec William Messner-Loebs, qui l'assiste sur les scripts, et même du Alan Moore, en fait, qui vient ponctuellement l'aider sur les scripts, quoi. Et donc, voilà. J'avais oublié ça, par contre, tu vois. Ouais, bah si. Mais voilà, c'est ponctuellement. pour ça que c'est génial. Mais ponctuellement, mais c'est que ponctuellement, donc il vient apporter quelques trucs. Limite, voilà, si un éditeur VF nous écoute et que vous arrivez à négocier pour récupérer Arkham Dreams aussi, ça pourrait. Arkham Dreams, de toute façon, c'est comme pour le Batman, le Joker The Mask, en fait. Je pense qu'il y a que Urban qui peut le publier, et ce qu'ils pourront faire, c'est, s'ils le publient un jour, c'est mettre une page pour la série The Max à la fin de leur volume, comme ils l'avaient fait pour Delirium avec Joker versus The Mask, quoi. Parce que c'est ADW qui l'a publié, je crois, aux États-Unis, par contre. Non, c'était DC. C'était DC? C'était DC. Okay. C'est DC qui publie quand il y a Batman sur la couverture. En général, c'est quand même DC. Ouais, allez, si on peut relever un petit défaut, je sais pas si le format anglais américain Max Maximized était pareil, mais c'est un peu petit. Ce qui fait que du coup, en termes de lecture, ça rend pas honneur hommage au truc. Après, je trouve que c'est moins dérangeant parce que c'est pas un James Tocco, donc t'as moins ce besoin de gigantisme. Je trouve que le format est relativement adapté, mais oui, Réflexion, c'est comme Vestron, c'est une toute petite maison d'édition, donc c'est des albums qui sont pas bien grands. Si je peux juste rajouter un truc, c'est que c'est ils sont pas chers, ils sont à 15 €. C'est quand même une chance d'avoir ce genre de petite curiosité en France, parce que quand même, faut se dire que même aux États-Unis, c'est très peu connu, hein, The Max. On est vraiment sur un secret bien gardé des fans de BD indépendantes, là. C'est à l'époque où ça a été publié chez Image Comics, c'était pas du tout un gros vendeur en comparaison justement de ce dont il s'inspire. Et je suis déjà assez étonné que ça aille jusqu'au bout. Ouais, je stand corrigé parce que c'est bien IDW qui a fait. I stand corrected. C'est horrible. Ouais, j'avoue. Non, mais c'est bien IDW en fait qui a fait Batman The Max, autant pour moi. Donc je sais pas. Mais voilà, il faut jamais dire que j'ai tort, Arnaud. C'est vrai que c'est pas grave. Ah non, attends, je relis mal la news qui a été faite. Pardon. Je vais vérifier quand même, mais on va passer à au troisième album de cette sélection dès que j'aurai. Je ne peux pas réussi à faire deux choses en même temps. C'est Drome de Jesse Lonergan. Voilà, c'est Drome de Jesse Lonergan. C'est vachement bien. Allez, au revoir. On va bien kiffer, les gars. Voilà. En plus, il n'y a rien à dire là-dessus. Oh ben non, alors là, franchement, il n'y a aucune inspiration. Il y a, vraiment, il y a pas du tout de religieux. C'est quand même bien chez IDW. C'est bien chez IDW, donc je me demande si. Rien sur la genèse, rien sur. Parce que je pense que DC avait pas spécialement d'intérêt, vu que c'est, encore une fois, très peu connu. D'intérêt. Non, je sais pas trop comment ça marcherait en termes de droit à l'international, du coup. Mais, ok, très bien. En tout cas, ça existe. En tout cas, lisez The Max, parce que je pense là qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui connaissent pas du tout. Ça, c'est à peu près sûr. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est grâce à vous que je l'ai lu, parce que
tu le disais tout à l'heure, vous en avez parlé dans plusieurs Focus Pops. Non, front page. Dans différents front page, et t'avais été relativement dithyrambique sur le sujet. Donc j'ai pris le premier tome et je me suis senti complètement paumé. J'ai dit, bah, ça, il me le faut, quoi. Je me suis dit, il faut que je lise la suite. Et c'est comme ça qu'il faut réagir. Exactement. Voilà. Donc, Full Circle, j'ai dit à Arnaud, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Très bien. Et c'est ce que nous avons fait. Et donc, nous terminons ce Back Issues avec Drome, le nouvel album de Jesse Lonergan qu'on avait découvert avec Arca en début d'année chez 404 Graphiques, qu'on a pu retrouver chez les Humanoïdes Associés avec Edra. Enfin, d'aucuns l'avaient découvert avant. Non, mais en France, en France, je resituais juste puisqu'on est en Back Issues VF. Ouais. En Back Issues VF. Ouais. Qu'on a pu suivre aussi en VO, du coup, avec, Man's Best. Alors, il y avait Man's Best, effectivement, avec, écrit par Pansac Pichet Shot, qui est toujours inédit, mais je pensais au spin-off de Hellboy, là. Mistress Dale and the Fall of Hyperborea. Voilà, qu'on devrait avoir assez rapidement. Les tomes que Lonergan aime bien. Hein. Voilà. Non, mais qu'on aura du Robert E. Howard. Mais c'est un peu une sorte de préquel de Drome, hein, ceci étant. Si vous lisez Mistress Dale, vous verrez qu'il y a des petites points de correspondance. Oui, dans la cosmogonie. Mais ce que je veux dire, c'est que on retrouvera encore donc Jesse Lonergan très certainement chez Delcourt, incessamment sous peu, avec justement ces récits qui s'inscrivent dans le Hellboy, dans le Mignola-verse. Mais là, donc, Drome, c'est une nouvelle création sur laquelle il est auteur complet, auteur et dessinateur. Il s'occupe d'absolument tout sur 300 pages quasiment, ou peut-être un peu plus de 300 pages. Comme ça, ouais. C'est un énorme truc. C'est un peu l'histoire de la vie, j'ai envie de dire. C'est une façon. Enfin, moi, j'ai vraiment une impression que c'est une réinterprétation de la Genèse. Il y a pas de débat. Oui. Enfin, en tout cas, d'une Genèse. Peut-être pas d'une Genèse, c'est ça. Mais moi, j'avais même l'impression que je lisais des bouquins de mythologie égyptienne à l'époque. Et en fait, c'était vraiment ce côté genre tel dieu a fait ci et tel dieu a fait ça. Et c'est pour ça que depuis, en fait, le jour se lève et que la nuit tombe. Et en fait, là, c'est vraiment ça. En fait, c'est une forme de. Et puis t'as les demi-dieux sur Terre aussi, justement. Ouais. Mais après, moi, j'ai trop monopolisé la parole, donc je vous laisse en parler d'abord. PA. Mais t'avais l'air chaud. Non, moi je ne suis que l'autre là-dessus, tu sais. Tu n'es qu'amour. Ouais, alors on disait, les emprunts sont dingues. T'as l'épopée de Gilgamesh, le récit de la Mésopotamie, l'Ancien Testament. J'ai même lu que voilà, il avait aussi pioché dans le code sacerdotal les Zoroastriens. Voilà. Et puis bien évidemment, t'as du Robert E. Howard, en veux-tu en voilà, hein, parce que c'est malin, mais il y a de la bagarre et on aime la bagarre. Avec des gros monstres. Avec des gros monstres. Et des barbares. Et des grosses épées. Donc oui, c'est ce que t'as dit, Arnaud. Hein, on a un dieu qui crée l'homme et qui, avec un grand H, et qui, sans surprise, va engendrer un cycle de violence. Tiens, c'est bizarre. Et du coup, un deuxième dieu va créer une femme. Donc, ce que disait Corentin, donc la fameuse demi-déesse. Alors c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait elle tente d'enseigner aux hommes un langage de paix, mais qu'ils ne peuvent acquérir que par l'affrontement et la soumission des hommes en fait. Donc c'est ça qui est assez drôle, c'est que c'est Wonder Woman. Voilà, exactement. Et autour de ça, on va s'en suivre une histoire d'amour, un tâté de trahison, puisque on va retrouver, les dieux vont avec l'affrontement du taureau céleste. Hein, on revient à l'épopée de Gilgamesh en guise de conclusion. Donc on est vraiment plongé dans une histoire barbare, simple et en même temps emprunt de références bibliques et historiques assez génial. Peu de dialogue comme d'habitude chez Lonergan. Ces cases parlent d'elles-mêmes parce qu'on est vraiment c'est un conteur graphique en fait, Lonergan, il y a pas d'autre mot, et qui permet en fait finalement une lecture hyper ludique, hyper directe et très compréhensive d'un sujet qui est bien plus subtil qu'il en a l'air. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, Drome, ça signifie jeu de piste en grec. Et ce qui veut, et en fait, son découpage d'images est fait comme un vrai jeu de piste à nouveau sur cette œuvre. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que le jeu de piste, en fait, tu dois chercher vraiment à comprendre où ça va, alors que là, c'est tellement fluide que tu n'as pas besoin de chercher. En fait, tu es vraiment guidé en fait par les traits. Quand tu vois notamment des séquences en fait où en fait, un objet sert de fouet, mais en fait, c'est un fouet qui se matérialise par les gouttières, c'est-à-dire l'espace entre les cases. Mais il arrive, si tu veux, à te faire une scène, notamment de buffalo, enfin de domptage de taureau, mais qui est ultra lisible. De rodéo, merci. Je suis vraiment très. Est-ce que t'aimes bien manger chez Buffalo Grill, tout ça? C'est ça, ouais. Non, mais je pensais au buff, quoi. Mais voilà, mais qui est ultra lisible et sur lequel t'as pas besoin de chercher où commencerait le sens et où doit aller la direction. En fait, tes yeux sont happés par le truc parce que
le type est un manipulateur, quoi. Vraiment. Et en même temps, c'est ce que sont les meilleurs dessinateurs de BD, en fait. C'est des gens qui savent prendre ton regard et l'emmener là où ils veulent que tu ailles et que tu ne puisses pas aller t'égarer en lisant quelque chose dans le mauvais ordre. Et il le fait de façon hallucinante là-dessus. Ouais, et en plus, il utilise... C'est pour ça que je dis juste que c'est pas pour moi un jeu, parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Il y a qu'une seule bonne façon, à mon sens, de lire Drôme. Mais le truc, c'est que tu ne l'as pas choisi, en fait. Tu vois, c'est qu'il arrive tellement à le faire d'une façon si brillante que t'as même pas à te poser la question. Alors, tu t'en poses beaucoup par rapport aux références, tu t'en poses beaucoup aussi aux significations des couleurs. Oui. Parce que chaque personnage est porté par une couleur et elles sont très importantes. C'est de l'élémentaire, quoi. Je sais pas, non? C'est de l'élémentaire. C'est pas les 4 éléments, un peu, je sais pas, mais. Mais en même temps, tu te dis, de toute façon, c'est Kandinsky qui disait dans son essai, là, du spirituel dans l'art, que les couleurs font vibrer l'âme. Et je pense que là, très clairement, c'est ce que j'ai l'impression que Lonergan nous rappelle, en fait. Moi, quand je vois ça. En fait, ils se nourrissent chacun de leur couleur pour agir. Je l'ai vraiment vu comme ça. Et que même si c'est introspectif et métaphorique, c'est tellement, on l'a dit, du coup on se répète, mais c'est tellement banané de crimes en tout genre, de bagarres puissantes, que en fait c'est un bijou de bande dessinée, de sensations fortes et de spiritualité mélangée, quoi. Corentin. Non, mais encore une fois, c'est l'inconvénient de passer en dernier, c'est qu'on a moins de choses à ajouter. Paraphrase-nous. Pour moi, c'est... Bon, ça fait quand même de longues années qu'il est dessus. D'ailleurs, c'est assez amusant. Tout à l'heure, je disais que c'est une préquelle de Mistress Day, alors qu'en fait, Mistress Day est une préquelle de ce truc-là, alors qu'en fait, quelque part, ce projet-là était en gestation avant que Mignola n'aille le chercher. Je crois qu'il l'a fait sur Patreon, même, au départ. Oui, j'étais en train de me dire que c'était un truc à baquer, un projet participatif. Quasiment tout ce qu'il a fait depuis, en fait, a été, entre guillemets, en parallèle de la création de Drôme, qui est un peu son magnum opus, dans le sens où, justement, c'est un peu comme, aide-moi, Ezra Clayton Daniels 404. Âme augmentée. Merci, c'est un peu comme âme augmentée. Ça sent en fait le projet de très long terme pour un artiste qui justement y revient périodiquement, fait tout ce truc à côté, mais qui est un peu son projet refuge et dans lequel il sait qu'il va pouvoir tout mettre, tout ce qu'il a envie de faire. De mon point de vue, pour être vraiment très pragmatique, en fait, c'est un manuel sur la création de BD, je pense. C'est-à-dire que si on regarde bien, déjà il y a évidemment la parabole entre le créateur, le dieu créateur et l'artiste qui crée. Il y a toujours eu ce côté très architecturé dans la BD de Lonergan. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en termes de composition et qui réfléchit peut-être plus que les autres, en fait, au vrai sens de la case, au vrai sens de la séquentialité, au vrai rapport mathématique, géométrique à la création d'une histoire dans la forme. C'est de l'alliance parfaite de la forme et du fond, et à tous les niveaux, à toutes les échelles. Et en fait, tu peux voir ça comme l'application concrète d'un mec qui crée un monde, des deux côtés de la page. Enfin, un mec, ou en l'occurrence 2 personnes, 2 dieux, effectivement, comme tu dis, inspirés, des référents mésopotamiens, avec, je crois que c'était l'eau salée, l'eau pas salée qui se mélangent pour créer l'univers. Enfin, je connais pas très bien non plus la mythologie de Mésopotamie. Il y a aussi la mythologie japonaise, où il y a Susanoo, Amaterasu, d'un côté, l'homme plus bestial, plus violent, et la femme plus pure, plus parfaite. Mais ça, à la limite, ces référents mythologiques, pour moi, c'est juste du décor, en fait. C'est de l'habillage. C'est comme le personnage antagoniste principal qui est un peu le Caïn de cet univers. Avec le taureau, on va quand même un peu plus loin. Bien sûr. C'est vraiment l'épopée de Gilgamesh. Absolument, bien sûr. Non, mais je pense que t'as raison quand les référents que tu cites sont valides. Ceci étant, ils sont dans la bio qu'on a reçue avec. J'ai pas été très loin pour les chercher. Mais Lonergan, pour le coup, si tu veux, je pense qu'en fait, il a quand même plus un rapport graphique à ce qu'il entreprend. Et là, en fait, c'est une expérience menée. C'est-à-dire que si tu pars du principe que l'artiste est le créateur de la BD, et le créateur du coup de l'histoire, qu'est-ce qui ressemble le plus à un créateur qu'un dieu? Et en fait, il crée justement ce monde étape par étape. C'est-à-dire que ça va commencer par une première couleur, qui va être du coup l'apparition du bleu. Voilà, une couleur primaire. Et après, une nouvelle couleur apparaît. Et puis une nouvelle couleur apparaît, sauf que celle-ci n'a pas de contour. Le personnage de feu, le personnage du jaune, c'est un personnage qui n'est pas dessiné, en fait, qui n'est que couleur, qui n'est que colorisation. Et il a pas été, je pense qu'il a même pas pu le présenter avant d'arriver à l'étape de la colorisation de son album. Et puis après, en fait, tu comprends que tout ça, il y a un grand chaos aussi au début, tu comprends que tout ça, petit à petit, applique des vrais principes géométriques, des vrais principes mathématiques, avec des symboles qui représentent justement des formules géométriques. À la fin, tu as
une sorte de monde en 3 dimensions. Mm. Où, voilà, d'un coup, Avec ça ces devient 3 du couleurs polygone, qui sont en là. fait, justement, où les 3 couleurs se mélangent. Le personnage vit une apothéose qui, justement, incarne le fait que ça y est, elle voit le monde du point de vue d'un dieu, donc du point de vue d'un homme qui pense ce monde-là en 3 dimensions, et qui a maîtrisé les 3 couleurs qui servent à faire. Alors, bon, ça, en l'occurrence, c'est un truc d'imprimerie, en imprimerie classique, dans la colorisation des comics, entre les années 30 et les années 90, vous aviez ce qu'on appelait le CMYK, qui correspond à cyan, magenta, yellow, et K qui est le noir et blanc. Si vous regardez bien, les 2 dieux sont blancs et noirs. Donc c'est en fait à la fois le yin et le yang, à la fois l'opposition classique de, comme je l'ai dit, voilà, le dieu plus destructeur, plus colérique, et la déesse plus pacifique. Enfin, les 2 ensemble forment une sorte d'équilibre parfait de ce que devrait être la cosmogonie classique. Mais en même temps, c'est aussi le noir et le blanc de la BD. C'est t'as besoin de noir et de blanc pour raconter une histoire en BD. Ou même pour figer du texte. Et après, justement, 3 personnages arrivent qui vont incarner des forces fondamentales, des demi-dieux, comme tu disais, justement, dans ce côté un peu contes et légendes d'autrefois, mythologie ancienne. Ils sont tous plus grands que les autres. Ils occupent un espace plus grand, déjà, physiquement. Ils guident la séquentialité. C'est parmi les seuls qui, justement, peuvent casser la gouttière quand ils se déplacent. Et effectivement, c'est les 3 couleurs de l'impression, puisque là, je fais pas un très long cours dessus, mais grosso modo, avant qu'on invente la colo numérique, on avait inventé un système en séparation de couleurs. C'est-à-dire qu'avec le cyan, le magenta et le jaune, qui sont donc des couleurs d'impression qui correspondent au renversement et au mélange des 3 couleurs fondamentales que notre œil voit, qui sont le rouge, le vert et le bleu. Donc rouge et bleu, ça fait magenta. Rouge et vert, ça fait jaune. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et bleu et jaune, ça fait bleu et vert, pardon, ça fait jaune. Donc voilà, ça permet grosso modo de tout. Oui, ça permet de tout imprimer. Pas bleu et jaune qui font vert. Ce que j'ai dit, non? Non. Ok, bleu et jaune font vert. Ouais. Rouge et les autres avaient bon, mais c'était magenta, voilà. Et du coup, effectivement, le cyan, magenta et jaune, ça a servi en fait de technique pour créer la couleur en bande dessinée avec des points en fait. Mais ça se fait toujours hein, dans tout ce qui est impression en quadrichromie. Je crois que c'est toujours ce principe-là qui est utilisé. Bien sûr, mais après la couleur numérique est arrivée, on n'a plus besoin des séparateurs qui travaillaient avec les 128 degrés. Non, mais justement, ceux qui travaillent même parfois en couleur numérique sont obligés après d'adapter des fichiers en CMYK pour pouvoir faire l'impression. Écoutez de nouveau juste le podcast qu'on avait fait avec Run sur l'impression de Mutafuka's MFK2 tome 2, pardon, où on était allé dans l'imprimerie et tout ça, et c'était bien ce système-là qui était utilisé, quoi. Et c'est pour ça que quand vous avez des rééditions des Marvel classiques de Panini, ils ont tous la même gueule au niveau de la couleur. Parce qu'à l'époque, justement, il y avait que un spectre de couleurs qui était très limité. Là, justement, c'est la signature de Lonergan Pictures, les logos qu'il utilise. C'était pareil dans Arca. C'est toujours, justement, ce cyan, magenta et jaune, qui font toujours un peu la structure thématique, justement, de son rapport aux couleurs. Sauf que là, c'est mis en forme. Parce que c'est-à-dire que t'as un gros travail sur le découpage, sur la mise en espace de l'histoire, sur, justement, l'évolution. Mais c'est vrai qu'il utilise vraiment juste... Vas-y. Non, parce qu'en général, on utilise la gouttière surtout pour un espace de temporalité, mais lui, c'est vrai qu'il utilise aussi les cases pour juste de l'espace, en fait, pour prendre de l'espace. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font forcément, puisque parfois, en fait, juste les cases sont toutes elles-mêmes d'un même instant, il n'y a pas de séparation entre les deux, alors qu'en généralement, une action dans une case est différente de l'action qui se passe dans l'autre. Oui, et là, c'est un tout, donc c'est assez intéressant. Et le noir et le blanc, qui pareil, vont casser, en fait, une rupture, enfin, le rapport qu'on a traditionnellement, justement, à la case de BD. Dans une BD, tout se passe dans la case. Quand tu triches, quand tu fais dépasser un personnage, etc., c'est un effet de style. Mais traditionnellement, on nous apprend que la BD, c'est la case. Et comme dirait Scott McCloud, le rapport temporel de la BD, c'est la séparation entre les cases, c'est l'espace blanc de la gouttière. Lonergan, il fait voler ça en éclats parce qu'en fait, t'as même un personnage qui n'est que gouttière. Et t'as un personnage qui n'est que noir. Et qui, du coup, lui, n'existe pas dans la gouttière parce qu'il peut la perforer. Et ça, justement, en fait, à tous les niveaux, c'est l'alliance sublime du rapport entre la forme et le fond. C'est qu'en fait, le fond raconte la forme. Il raconte, entre guillemets, un monde qui vient d'être créé et qui correspond à ces règles mathématiques que lui maîtrise parfaitement. Et la forme elle-même, justement, te permet de transcender ce que tu peux faire en BD traditionnellement en utilisant pourtant les arguments normaux de la BD. C'est-à-dire la colorimétrie, enfin la trichromie, le noir, le blanc, le découpage. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une leçon. Tu peux l'envoyer à n'importe quel artiste. C'est un dessinateur de dessinateurs, entre guillemets. C'est un mec qui, justement, tu ouvres. Moi, j'avais découvert Lonergan comme ça, en fait, avec les tweets d'Elsa Chartier, qui, justement, était fasciné par ce qu'il faisait à l'époque de Hedra, en disant, regardez, c'est incroyable. On peut faire ça. Et justement, Chartier, qui après, avait essayé aussi une nouvelle façon de découper, et avait fait ses vidéos YouTube pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer la séquentialité. C'est vraiment un travail de titan de ce point de vue-là. C'est l'une des BD les plus créatrices du monde. Comment s'appelle la BD française qui avait aussi fait un gros travail sur la perspective? Le Grand Vide, peut-être.
de la Moravik. Voilà, Ouais. pour moi, c'est à mettre côte à côte avec ce truc-là sur comment justement la BD se distingue des autres formes d'art. C'est une question qu'on pose souvent, nous, enfin que tu poses souvent aux artistes que tu interroges. Qu'est-ce que la BD a en plus que le dessin, que le scénario, le cinéma n'a pas? Et généralement, le cinéma a le montage, la BD a le découpage, en fait. C'est un peu ça, les deux vraies grosses différences. Parce que tu peux faire un texte, tu peux faire une histoire, tu peux faire un début, un milieu, une fin, tu peux faire une photographie au cinéma et en bande dessinée. En l'occurrence, c'est vraiment le sens de lecture, le rythme et les croisements que tu peux faire au sein d'une histoire avec les outils que tu as en main qui fait que tu as une bonne BD ou une mauvaise BD. Là, vraiment, je pense que on passe un stade qui est vraiment beaucoup plus avancé que ce qu'il a fait précédemment ou avant. Tu pouvais toujours avoir l'impression qu'il y avait quand même des petits côtés gimmicks chez Lonergan, que c'était un savant fou, mais qui savait pas forcément dans quelle direction il allait. Là, vraiment, moi, je pense qu'il a passé un vrai stade, que honnêtement, tu vois, c'est un peu ce que j'aurais aimé que Tradmoor fasse ça avec Doctor Strange Fall Sunrise, qui est aussi pareil, un gros travail de forme et de fond, et qui même fait intervenir des concepts philosophiques et mythologiques aussi. Mais en l'occurrence, pour moi, ça n'allait nulle part. C'est-à-dire que c'était vraiment juste un peu une branlette d'artistes virtuoses qui, en fait, racontait une histoire qui te parlait des idées et de la forme concrète des choses, puisqu'il y a un dieu des formes dans son univers. Mais derrière, c'était trop empoulé, c'était trop mal dégrossi. Alors que là, en fait, tu comprends tout, parce que l'histoire, elle se déroule en temps réel. C'est pareil, ça, c'est aussi un élément super intéressant. Il n'y a pas vraiment d'ellipse temporelle. En fait, quasiment tout se passe sur un suivi extrêmement rythmé, extrêmement logique, où en fait, les personnages ne font que d'aller à un point A, un point B, ou s'installer, etc. Tu vois toujours quand ils progressent temporellement, quand ils montent leur civilisation, quand ils montent leur forteresse, tu le vois toujours. Et c'est embarqué en plus dans un propos qui est assez génial sur le patriarcat, effectivement. Le personnage, enfin, l'espèce de Cain de cet univers-là, qui vraiment vole aux femmes ce qu'elles ont de spécial et de plus que lui. Et en fait, tout son récit vengeur à lui, c'est l'allégorie d'un puceau frustré, quoi. Ouais. D'un mec qui a été conduit par quelqu'un qui a pas eu ce qu'il voulait, c'est ça, il a pas eu ce qu'il voulait, et du coup, il veut absolument juste posséder la femme qu'il peut pas avoir. C'est comme si Steve Trevor devenait Lex Luthor parce que Diana lui avait refusé de l'épouser, tu vois. Et la demi-déesse lui renvoie dans la tête, hein. Elle lui dit que qu'elle le souhaite, comme le dit Arnaud, parce que justement, elle a pas réussi à l'avoir, contrairement aux autres femmes, quoi. Ouais, exactement. Et enfin, voilà, de ce point de vue-là, et vraiment, je te dis, quand tu passes à la fin dans la scène de l'apothéose, pour moi, tout se recoupe vraiment merveilleusement bien en toutes les idées graphiques et le rapport, effectivement, que tu peux avoir quand tu es un auteur-dessinateur. Quand t'es pas juste un scénariste qui commande un dessin. Mais quelque part, c'est pareil, c'est presque du Alan Moore sans dialogue, dans le sens où, justement, ce côté un peu formaliste et de faire passer du sens et de l'écrit dans le choix structurel de ta BD, il y a beaucoup d'artistes qui ont essayé de le faire. Mais à ce niveau-là, justement, de complétude et de rapport effectivement mythologique au côté, une BD, c'est quoi? C'est un monde, ça a des dieux, je suis le dieu qui va se projeter dans les dieux, et voilà comment est-ce que moi je vois le monde, je le vois comme une formule mathématique. Et je trouve ça vraiment exceptionnel, en fait, simplement. Pour moi, c'est un vrai putain de chef-d'œuvre. Que j'aurais plaisir à lire et à relire, parce que c'est pareil, tu peux vraiment t'arrêter sur chaque page pour se dire, mais comment il a réussi, même. Et tu peux le lire en 2 heures comme en un quart d'heure, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça, exactement. Exactement, c'est de la physique quantique en BD. Enfin, je trouve ça juste fou, et je pense vraiment, là pareil, on en parle nous parce qu'on est fan de BD, mais un dessinateur qui aurait appris le dessin, aurait fait une école et compagnie, devant un projet pareil, je pense aurait encore d'autres choses à dire, parce que il y a des tricheries, il y a des astuces, il y a des ruptures de ton qui sont mais folles, quoi, en fait. Et moi, je vais m'autoriser une comparaison peut-être un peu douteuse, mais tu parlais justement de la force du récit et de la manière dont Lonergan a construit tout ça. Et la plupart des auteurs qui tentent seuls sur un projet justement en financement participatif, sans aide, en disant c'est mon chef-d'œuvre, c'est mon truc, je veux le faire ça tout seul et aller jusqu'au bout. Je peux pas dire qu'ils se ratent à chaque fois, mais on sent que ça manque d'éditeurs. C'est le reproche que je faisais à Anzuelo, par exemple, des Marios. Je trouve que son idée de départ est géniale. Le début, d'ailleurs, de la BD est super. Tout à fait. Mais en fait, elle se perd, on comprend rien à un moment donné dans le truc. Donc, voilà, moi, j'ai été déçu par ça. Et finalement, si un éditeur avait été avec elle, on aurait eu un truc. On aurait pu avoir un chef-d'œuvre avec Anzuelo. Vraiment, je le pense. Ouais, mais carrément. Par contre, avec Drôme, là où il est fort, c'est que, a priori, il a eu personne avec lui. A priori, il a tout fait tout seul. Et il y a pas de défaut, quoi. Et parce que je pense qu'il est plus dans le scientifique que le sensible. En fait, c'est sensible. Il y a vraiment que c'est quand même un mec qui, pareil, il y a des personnages qui sont souvent un peu déprimés, très solitaires, dans des univers où, en fait, personne ne les comprend. Ça, c'est aussi d'ailleurs une thématique qu'on trouve dans ce projet-là, hein. C'est la rareté de cette vision bienveillante dans un monde, en fait, qui est très violent. Et lui, justement, à l'inverse, je pense qu'il a plus quand même ce côté, je vais prendre la forme en premier et ensuite y insérer mon fond à moi. Alors que justement, à l'inverse, c'est Marios, je pense qu'elle a plus été dans le côté, les gens vont
suivre sur l'émotionnel. Et du coup, t'as de très belles scènes dans une BD qui effectivement te paume très rapidement et qui se répète un peu trop. Ceci étant, c'est pareil, c'était un bel exercice de forme et de fond, parce que le côté dessiné à l'aquarelle, une peinture à l'eau pour un truc qui est très aqueux et compagnie, c'était très intelligent. Mais c'est pas étonnant que 404 voilà les sorte. C'est du pur beau géant. C'est exactement ce que j'allais dire. La collection, mais d'ailleurs l'album il est trop marrant parce que il commence par une sorte de petite préface, une d'ailleurs, où il dit ce papier. Enfin, on a choisi tel type de papier. Mais ça il le fait à chaque fois. Mais il l'adapte au récit. Et après il dit cette BD est éditée par Nicolas Beaujouan. Juste en lisant le paragraphe, tu le sais de toute façon. Mais ça il le fait depuis les tout débuts. Donc même sur Autonal, t'avais ça. Oui, il s'amuse sur tous les textes. En plus, c'est un terme spécifique technique ces textes-là, mais t'as ceux-là, t'as aussi sur les ours. En fin de volume, il le fait depuis le début, quoi. Moi, je lis pas assez. C'est sa marque de fabrique. Donc voilà, vous l'aurez compris, de toute façon, c'est recommandé, chaudement recommandé. Corentin, putain de chef-d'œuvre. Voilà, 29,90 chez 404 Graphiques, qui nous a sorti encore des beaux bouquins. C'est pas terminé, parce qu'on attend aussi le I.M. Carroll, là, dans très peu de temps. Un invité dans la demeure? Un invité dans la demeure. Ouais, il a posté aujourd'hui. Alors aujourd'hui, les gens, voilà, c'était il y a 2 semaines, peut-être. C'est ça. Il était arrivé en format physique, donc il est chez 404 aujourd'hui. Et PA a beaucoup parlé de l'histoire elle-même, donc moi je me suis concentré sur la forme, mais c'est pareil au niveau juste des inspirations. Enfin, c'est voilà, genre, dans les chaînons manquants entre Moebius, entre Kirby, bien sûr. évidemment. Enfin, c'est quand même un univers de proto-fantasy, enfin de genèse, comme tu dis, où tous les personnages ont des costumes de super-héros des années 70 en fait. Ce qui est déjà aussi assez brillant. Tellement, mais oui, je l'ai écrit en plus. C'est tellement années 70 ce truc, c'est fou. Bah oui, bien sûr. C'est fou. Et puis rappelle-moi, du coup, j'ai un trou affreux. Le mec que j'aime bien, en plus, artiste canadien artiste de comics qui a gagné un prix à Angoulême, très connu, pareil, pour son travail des formes. Merde, oh là là, j'ai un trou débile, là? Ah oui. Attends, Chris Ware? Voilà, merci. C'est aussi un très bon relais entre Chris Ware et... C'est un Chris Ware beaucoup plus accessible, en fait. Entre Chris Ware, exactement. Chris Ware moins un télo. Et un Chris Ware plus lisible. Parce que Chris Ware, il y a aussi, je pense, une envie de perdre un peu les gens. Oui, puis Chris Ware, faut avoir envie de lire ses BD aussi, parce que... Bah, Chris Ware, c'est pas vraiment de la BD. Enfin, c'est l'art qui emprunte. Ah si, non, mais quand tu lis Rusty Brown, ce genre de choses-là, il y a des trucs qui sont plus séquentiels, on est d'accord. Mais au global, Chris Ware, c'est quand même un bluffeur en fait. C'est que depuis le début, il fait de l'art graphique qui ressemble à de la bande dessinée. Peut-être. C'est un peu comme le post-rock qui n'est pas du rock, tu vois. Pour moi, Chris Ware, c'est de la post-BD. Mais là, en l'occurrence, il y a vraiment des points de comparaison. Et je pense que on aura probablement l'occasion d'interroger là-dessus. Lonergan est évidemment un gros fan et un élève de Chris Ware, ça se voit. C'est possible, ouais. Mais en 70, moi j'ai pensé à Druet aussi. Alors c'est pas la même composition et tout ça, mais il y a quelque chose dans certains mythologiques, l'exagération des tailles et compagnie. Ouais, il y a d'ailleurs il y a même du Dreer là, et là je fais un callback sur un autre podcast qu'on a fait, mais même dans Static de Madeleine Husky, il y a aussi du Dreer en fait, sur certains design de personnages et tout ça quoi. Mais donc voilà, que de la bonne grosse BD. Peufra. Voilà, que de la bonne BD à lire. On espère que ça vous a plu, c'est la fin de ce Back Issues. Merci encore une fois à toi PA d'avoir été avec nous. Et merci de m'avoir invité, c'était un bonheur. C'est pas cher vu le nombre de pages aussi. Oh, putain, mais nique ta race avec ça. Ensuite, donc c'est important, Arnaud. C'est la valeur perçue. Ouais, mais non, mais surtout que quand il faut payer First Print, la piscine, le New Noise et à manger peut-être, bon bah voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Ton esprit est nourri. À nous dire ce que vous avez pensé de ces BD, si vous les avez lus ou si vous comptez les lire après nous avoir écoutés, ou on peut échanger avec vous sur les plateformes d'écoute, dans les espaces commentaires de notre site, sur nos réseaux sociaux et bien entendu sur notre Discord. Et puis on espère que vous lisez de toute façon que des trucs qui vous font plaisir. Sinon n'hésitez pas à nous en parler également. Puis on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut tout le monde.